Bonjour, je suis Mehdi de Death Podcast. Death Podcast, c'est un rassemblement d'émissions autour de ce que certains appellent parfois la pop culture, donc jeux vidéo, cinéma, manga, animation, etc. J'en passe. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous dire que nous avions enregistré les 9 et 10 mai une série de sujets autour de la question de penser, repenser le confinement et le déconfinement. Alors effectivement, même si nous en sommes sortis de ce confinement, aujourd'hui la question reste d'actualité. Et cette série de vidéos qui regroupaient autant des chercheurs du champ de l'université, sociologues, psychologues, sociologues, des éducateurs, également des artistes, des vidéastes, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos, à vous y intéresser, à me faire des retours, et puis j'espère aussi à être intéressé de rejoindre et suivre les émissions de Death Podcast auxquelles vous pourrez vous abonner, trouver aussi des sources par rapport aux vidéos que vous verrez aujourd'hui. Merci, à bientôt. J'aurai la chance, le plaisir, la joie avec moi d'avoir trois personnes. Donc Lucie, salut Lucie. Salut! J'aurai également Nicolas Besson, hello. Salut. Et également Aloïs, salut à toi. Hey. Et donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous faire un petit feedback. On va partir du principe que les gens ne s'expriment pas, donc a priori ça devrait aller. Je vais faire un petit topo juste avant qu'on se lance vraiment sur le dur de l'intervention pour expliquer le pourquoi comment de ce week-end, on va dire. Et alors, il est assez simple, hein, même si hier, je vous avoue que dans le rush, comme ça, vous saurez tout de l'organisation. Je me suis retrouvé avec Nicolas qui a eu la gentillesse assez sur les derniers temps de rejoindre le groupe de cette discussion-là et qui me disait mais qu'est-ce donc représentes-tu un groupe, les Illuminati ou que sais-je. Non, non, pas du tout. C'est assez simple. Donc voilà, l'initiative elle vient vraiment à titre personnel, même si à titre personnel, donc moi, Mehdi, votre hôte, je suis responsable donc du groupe qui s'appelle Death Podcast, qui est un groupe de podcasts de la pop culture, de la recherche, enfin il y a plein de choses, ça on laissera l'autopromo pour la fin éventuellement, c'est pas le sujet immédiat. Et on avait commencé justement sur une réflexion plutôt autour de penser les objets jeux vidéo, mais dans les médias. On le fera plutôt ce soir sur la discussion de 19 à 20h30. Et après on s'est dit bah pourquoi pas élargir le cercle, avoir des gens vraiment de tout horizon, comme justement bah, ne pas s'en tenir uniquement à une parole psy ou à des trucs un petit peu trop limitants pour essayer de réfléchir ensemble à tout ce que c'est que ce déconfinement et ce confinement tout court. J'arrête là mon blabla, c'est vraiment pour que vous ayez une petite pensée introductive avant qu'on se lance. Par contre, je manque à tous mes devoirs, je vais refaire un tour de chat, enfin un tour de discussion pour vous laisser un petit peu plus vous introduire les uns et les unes en détail. Bah, on va refaire dans le sens inverse, tiens, pour varier les plaisirs. Aloïs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie, ton œuvre, avant de commencer? Alors, moi, je suis narrative designer, principalement en freelance, Mhm. et game designer, avec en ce moment une société qui s'appelle Gamabilis, qui fait des jeux à impact, donc des jeux pour changer un peu le quotidien des gens, on va dire, et les aider à apporter des transformations sur le long terme. Au-delà de ça, je m'apprête à signer chez Ubisoft Mhm. pour un contrat à plus long terme. À part ça, bah, voilà, j'enseigne le game design dans des écoles, donc à Paris, à Lyon, et, euh, et je suis auteur de jeux de rôle depuis une dizaine d'années, Ok, bah, pour la parfait. jouer assez courte. Très bien. Pour ce qui est de jeux à impact, hein, pour celles qui seraient pas du tout familières, c'est des jeux qui vont avoir comme enjeu l'impact sur la société au sens très large. Ça peut être l'accessibilité, par exemple, un exemple classique, faire des interfaces de jeux qui sont pas très daltonien friendly. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, évidemment, il y en a beaucoup. Il y a toute la question de la psychomotricité, etc., etc. Lucie, je te laisse à ton tour te charger de l'exercice. Salut tout le monde. Du coup, moi je m'appelle Lucie, je suis issue plus du milieu de la communication et un peu de la sociologie aussi. J'ai bossé notamment pour le Stunfest en tant que chargée de communication et je continue de faire des choses à mon petit niveau, au niveau associatif. Et donc voilà, le cœur de ma raison d'être ici. C'est déjà C'est déjà pas mal. plus que pas mal. Et puis, bah, c'est bien parce on orientait un petit peu du côté de la socio, vu qu'on va être un peu dans le cœur du sujet, entre autres avec Nicolas.
Eh ben, rebonjour à toutes et à tous. Donc, Nicolas, moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Paris en STAPS. Donc, moi, je viens du monde du sport à l'origine, mais avec un angle très sciences sociales aussi, donc socio, anthropo, ethno. Et mon objet de recherche, c'est l'e-sport depuis maintenant une dizaine d'années. Et parallèlement à ça, je suis également le vice-président d'une association qui s'appelle France e-sport, qui a comme mission de rassembler, de réunir l'ensemble des acteurs à la fois associatifs et économiques de l'e-sport en France dans le but de structurer et de promouvoir la pratique de manière responsable et durable. Et de ce fait, on est parmi les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics sur tout ce qui concerne le secteur en France. Parfait. Eh ben, merci à tous les trois. On va introduire le sujet très brièvement parce qu'il peut être, il peut avoir une dimension un peu fourre-tout comme ça lancée et surtout expliquer pourquoi est-ce qu'il est jeu vidéo est au singulier parce qu'en général, moi j'ai une tendance à plutôt m'acharner à mettre un X à jeu pour vraiment dire quelque chose de la pluralité des expériences vidéoludiques. Là, c'est vraiment parce qu'on va parler d'un point de vue, je dirais, générique du jeu vidéo et de son positionnement dans les métiers du jeu vidéo, dans les logiques effectivement aussi politiques, hein, parce qu'on va évidemment en parler, et puis bien entendu au cœur de la spirale du confinement, donc pré, durant et post-confinement. Alors pour ce faire, donc on aura plusieurs angles hein, qu'on va un petit peu vous donner de manière très très globale et qu'on va discuter de manière assez libre et qu'on vous invitera aussi à éventuellement poser vos questions et poster vos réflexions. On va donc, comme je disais, s'intéresser à la question des métiers du jeu vidéo sur lesquels, forcément, on va dire dans le cœur de cible avec Aloïs, on pourra avoir des choses évidemment à dire et avec effectivement les contacts que peut avoir Lucie et puis aussi s'interroger sur le positionnement parce qu'on lâchait le terme d'e-sport dont il va aussi être question et ben qu'est-ce que ça peut avoir comme impact la place du jeu vidéo en termes de dimension salariale pour les e-athlètes. Alors, si je suis un peu daté, hein, Nicolas, tu me reprends sur les termes parce que je sais que ça Il n'y a bouge. pas de consensus Il n'y a sur pas le encore de terme. compte. Bon, ça va, ça reste assez souple. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu le cœur de cible. Et on s'attardera aussi avec un angle, évidemment, on a parlé des gens qui travaillent, qui créent des jeux vidéo, mais il y a tous les gens qui gravitent autour. Ça a été effectivement assez souligné, entre autres évidemment par Lucie. Donc tout ce qui va être dimension relations presse, tout ce qui va être. Tu parlais du Stunfest, hein, qui est un festival des cultures numériques et du jeu vidéo à Rennes. Voilà, évidemment, qui a été comme beaucoup d'autres festoches annulé cette année. Donc voilà, vaste chantier. Ce qu'on peut déjà commencer à faire, c'est peut-être de nouveau, hein, ça aura fait 3 petits tours, mais par contre, vous en allez pas après, savoir quel a été l'impact pour vous dans votre lien au jeu vidéo avec ce confinement. Je vous laisse librement prendre la parole, hein, ça y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de changements pour moi, donc je vais Ouais, laisser les autres s'exprimer. d'accord. Vu ton travail en tant que freelance, c'est vrai que, comme tu disais, en off, ouais. Lucie, peut-être. Moi, j'avais plus fait des observations que participer, on va dire, au débat entre acteurs et plus. En fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait quand même une grosse, comment je pourrais dire, un marquage assez fort finalement de l'aspect communautaire et j'ai remarqué quand même beaucoup d'échanges, que ce soit entre passionnés ou entre acteurs. Mhm. Et là-dessus, je pense que c'est quand même un des trucs qui revient le plus et qui est le plus soulevé, c'est vraiment la réorganisation par les acteurs eux-mêmes plus que Ouais. par les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé aussi. Je pense que tout le monde pourra en parler vis-à-vis de la culture, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, bon, forcément, ça oblige les gens à se réorganiser par eux-mêmes. Après, comme on en parlait avec Aloïs, du point de vue des créateurs, il y a majoritairement deux cas de figure, c'est-à-dire ceux qui sont dans des grosses structures et donc la gouvernance va s'exécuter, on va dire, un peu plus de manière structurée et des structures plus petites où finalement ça va être plus une adaptation que une véritable restructuration. Donc je pense que selon les cas, il y a quand même des différences, on va dire, de traitement de la situation, je pense.
Déjà, ça c'est quand même assez notable. Mm. Après, effectivement, si on parle de, de ceux qui consomment ou qui jouent, pour reprendre juste un terme très générique, Oui, forcément, on a tous noté l'explosion des jeux vidéo et des gens qui y jouent, du nombre de gens qui y jouent ces derniers temps. Donc, il y a finalement une petite explosion du secteur en termes de vente, mais qui est aussi contrebalancée par des gros, malheureusement des changements ou en tout cas des grosses incertitudes qui à l'heure actuelle sont pas du tout réglées et qui vont pas se régler avant un certain nombre de mois, voire d'années pour certains. Donc ouais, c'est beaucoup d'incertitudes moi que j'ai observé, on va dire. Après, ça va dépendre des domaines là. Je pense qu'on va rentrer un petit peu dans le sujet si je commence à m'étendre. Oui, après, on peut avoir des exemples, on peut en donner des concrets, parce que je disais que c'était une des nombreuses propositions que tu avais faites, les métiers qui peuvent être aussi indirectement, comme faisant la promotion des jeux vidéo, on parlait des relations presse, etc. Moi, je peux donner un exemple qui est extrêmement basique, hein. C'est des personnes, par exemple, qui ont relaté que devant récupérer des clés de jeux qui devaient sortir, hein, donc ce qu'on appelle des clés Steam, hein, des codes qui vous permettent de jouer aux jeux de chez vous, on se retrouvait avec un souci, parce qu'au niveau de la façon dont habituellement étaient régulées les clés d'une part et éventuellement ce qu'on appelle les exemplaires presse, il y avait un accès qui était impossible à certains stocks. Par exemple, il y a beaucoup de gros éditeurs, ou même moins gros, qui étaient un peu embêtés parce que en fait leurs jeux étaient coincés dans des entrepôts qui ne pouvaient pas forcément aller distribuer. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de situations qui bloquaient à la fois les logiques économiques des éditeurs, des devs eux-mêmes, et celles aussi d'organismes de presse qui sont dépendants de ces jeux-là pour pouvoir écrire leurs papiers et autres. Donc déjà, ça peut avoir un impact. Je sais pas si tu as eu des retours de ce genre de situation-là, Lucie, par exemple, pour t'emboîter le pas. Pas d'exemple très précis, mais je discutais notamment avec quelqu'un qui travaille donc dans une agence de presse que je citerai pas, mais qui est très très connue et qui s'occupe du jeu vidéo en particulier. Et elle-même m'a dit que bon voilà, la situation est complexe et globalement ça se traduit surtout par une baisse d'activité. Ce qui, elle, personnellement, finalement, l'arrangeait parce que ça lui permet de se recentrer sur d'autres choses. Et voilà, on va dire que personnellement, il y a des gens ont trouvé aussi des avantages à tout ça, et heureusement. Mais en termes d'activité professionnelle, finalement, c'était, comme tu disais, plus des contraintes finalement quasiment impossible à contourner, plus que une réelle adaptation dans le sens où voilà, si la clé est coincée comme tu disais, pas vraiment faire grand chose pour aller la chercher, quoi. Aloïs, tu nous disais que tu n'étais pas, toi en tant que freelance, ou en tout cas dans tes missions, tu n'étais pas directement concerné. Est-ce que tu as eu des amis ou collègues qui pouvaient éventuellement l'être, justement, à ce niveau-là? Alors, il y a un impact manifeste du... Oh, pardon, je viens de surprendre mon chien. Il y a un impact manifeste du confinement sur les plus grosses entreprises qui ont dû trouver des solutions pour permettre à leurs employés de travailler à distance, parce que malgré le mythe, tous les devs n'ont pas une grosse machine de course chez eux. Typiquement, la plupart des AAA qui sortent, je suis incapable d'y jouer avec l'ordinateur que je suis en train d'utiliser pour vous parler. Donc ça a impliqué de mettre en place des logistiques pour permettre à ces ordinateurs d'aller sur place. Je pense notamment à 2-3 postes par Ubi Toronto, où leur service d'IT a envoyé des setups de PC complets pour leurs devs, pour qu'ils puissent travailler dans des conditions correctes. Donc faut voir que sur le plan logistique, ça prend parfois plusieurs semaines. Ça pourrait même prendre des mois, puisque quand on parle d'entreprises qui font entre 200 et 500 personnes à chaque fois, voilà, c'est un chiffre qui monte vite. Donc voilà,
sur le plan individuel, moi, j'ai pas été trop impacté parce que je travaille principalement à distance, même si, du coup, je me suis économisé un certain nombre d'allers-retours à Paris. Donc, ça fait 4 heures de transport économisées par jour, c'est quand même pas négligeable sur les jours où j'y vais. Mais voilà, dans l'ensemble, on a un ralentissement des process, puisque du coup, suffit que la personne soit pas devant son PC au moment où on essaie de l'appeler pour avoir une information clé, on est obligé soit d'envoyer un mail, soit d'attendre 5 minutes de plus, et parfois c'est crucial. Donc il y a des petits délais qui peuvent apparaître, et sur le plan d'une journée, c'est pas forcément dramatique. Mais si on restait dans cette situation pendant 2 ans, c'est des productions qui ralentissent, ou alors c'est des pipelines à retravailler en fait de façon plus globale pour permettre à tout le monde d'exercer son activité. Moi, en tant que game designer, je suis censé communiquer beaucoup avec mes collègues, et c'est vachement plus facile d'aller dans le bureau à côté, dans l'open space, que d'organiser un meet-up sur Skype ou sur quoi que ce soit, parce que les personnes, elles sont en train de faire 50 trucs en même temps. Donc, de façon globale, je dirais que l'impact est amorti dans un bon nombre de compagnies, parce que en tant que travailleur de la high-tech, on connaît les logiciels, on a moins besoin d'un temps d'adaptation. Parce que je vois des gens qui galèrent à utiliser ne serait-ce que Discord, que beaucoup de gens de mon âge estiment comme étant assez simple d'utilisation en tout cas. Donc ça a permis d'amortir cet impact à court terme. Néanmoins, à long terme, il va falloir envisager des solutions pour beaucoup d'entreprises, parce que si on continue dans la voie sur laquelle on est, il va falloir se reconfiner assez rapidement, malheureusement. Le Japon, ils sont restés ouverts 1 semaine avant de se refermer. Enfin, l'Allemagne a essayé pareil, ça a tenu 3 jours. Donc, il va falloir penser à des solutions, parce que c'est pas la dernière pandémie qu'on va devoir affronter sur les prochaines années, malheureusement. Je retiens vraiment, juste avant de donner la parole à Nicolas, je retiens de votre côté, je retiens ralentir. Je retiens penser, je pense que ce sera quand même, sans trop m'avancer, des maîtres mots sur ce week-end-là. Évidemment, on peut supposer, je vous laisserai, si vous voulez prolonger sur cette idée-là, la question peut-être de personnes qui jusque-là n'avaient jamais conscientisé ces réalités du contact dans ce que tu appelles les pipelines. Donc pour ceux qui sont curieux, donc ça va être les processus effectivement et toutes les étapes de développement d'un jeu ou d'une tâche quelle qu'elle soit. Et j'ai entendu aussi, tu parlais de la question du matériel, ça me permet de faire une entrée en matière par rapport à la réflexion globale de Nicolas. C'est quelque chose qui est assez central, toi Nicolas, de manière générale dans ton travail notamment associatif que tu fais, c'est l'accessibilité justement au matos. Là, on avait presque une dimension un peu ironique d'Aloïs qui nous disait qu'il n'y avait même pas on va dire un ordinateur qui permettait de faire tourner potentiellement les jeux qu'il développait, et ça c'est quelque chose qui est on va dire de la vie de tous les jours dans le travail associatif que tu fais, cette question de l'accessibilité pour pouvoir introduire peut-être et rebondir à ce que disaient Lucie et Aloïs juste après. Alors, effectivement, la question de l'accessibilité, ça fait partie en tout cas des enjeux de société que nous, on adresse au sein de l'association. Pour essayer de répondre à ta question, à la toute première question, nous, le confinement et la crise sanitaire au niveau de l'association, elle a eu un impact tout à fait relatif, dans le sens où, comme le disait Aloïs, les outils numériques, on a l'habitude de les utiliser. Au sein de l'association, on est tous éparpillés partout en France, donc la plupart de nos réunions se faisaient déjà en ligne. Par contre, donc, sur la forme, on va dire ça n'a pas changé grand-chose, c'est-à-dire que nous, les réunions, on continue à les faire de la même manière. Par contre, c'est sur le fond, c'est-à-dire que nous, on était en train de travailler sur énormément de projets qui pouvaient être des projets autour de guides d'organisateurs, de guides de joueurs, des aspects de code de conduite ou des choses comme ça, et qui tout d'un coup sont passés au second plan, puisqu'il a fallu tout de suite venir en soutien à nos membres et au secteur de manière générale pour être en mesure finalement de s'assurer que l'e-sport puisse bénéficier dans une certaine mesure, en tout cas, de tous les dispositifs de relance économique qui vont être proposés, que ce soit dans le secteur de l'économie, de l'événementiel, de la culture et ainsi de suite, parce qu'on a un petit peu le jeu vidéo et l'e-sport, on est un peu les grands oubliés, parce qu'il y a tout un storytelling de la part des médias à dire que la crise sanitaire est une opportunité pour le jeu vidéo et l'e-sport, ce qui est, à mon sens, fait beaucoup de mal en fait à l'industrie, parce qu'il faut déconstruire toute cette idée-là. Effectivement, oui, il y a beaucoup de pratiquants. J'en suis le meilleur exemple, c'est-à-dire que moi, je joue très peu aux jeux vidéo, j'ai pas le temps. Et finalement, depuis le confinement, j'ai pu réinstaller
un petit jeu mobile et le soir, avant d'aller me coucher, pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, je joue un peu sur mobile. Donc voilà, effectivement, je fais partie de ces gens qui ont permis à toutes ces courbes d'augmenter pendant ces derniers mois, quoi. Aujourd'hui, l'impact de ce confinement et de la crise, il est réel, quoi, sur le secteur e-sportif. Je vais pas parler trop du jeu vidéo parce que je suis pas le plus spécialiste de tous les intervenants et intervenantes là en ce moment, mais sur l'e-sport, ça a eu un impact réel. Aujourd'hui, tout simplement, l'e-sport dépend énormément de toutes les activités événementielles. C'est ce qui lui a notamment permis de se populariser depuis 5, même peut-être 10 ans, et de le faire grandir et de se professionnaliser. Les événements sont extrêmement spectaculaires, ça permet de faire beaucoup d'activations. On parlait de tous les métiers annexes, et ces événements en physique, c'est là où se passent toutes les activations de la part des éditeurs, des investisseurs, des sponsors et ainsi de suite. Donc c'est assez important, et donc on a une grande partie de l'e-sport qui dépend de l'événementiel en physique. Et puis c'est ce qui fait l'atmosphère aussi, c'est ce que viennent rechercher les gens. C'est-à-dire que même si on peut suivre une compétition en ligne, pour beaucoup de gens, rien ne vaut la passion sociale qui est partagée dans une arène, dans un lieu physique, quoi, tout simplement. Donc là, tout ce secteur-là, bien évidemment, a été totalement impacté. Nous, on a évalué, là, on recense tous les événements qui, depuis le confinement, sont reportés, annulés. Et donc, c'est plus de 80 en France depuis le début de l'année. Le Stunfest, c'est catastrophique, hein. Le Stunfest, pour 3 hits combo, c'est une annulation pure et simple. C'est les jeux de combat sont les grands perdants de la scène e-sportive, puisque ça joue principalement offline. C'est très difficile de passer en online avec les jeux de combat, c'est tellement exigeant en termes d'exécution, en termes de latence et ainsi de suite, que clairement aujourd'hui les jeux de combat passer en online, c'est plus du tout en termes de qualité d'événement, c'est plus du tout à la hauteur, quoi. Donc pour le Stunfest, c'est catastrophique. Pour d'autres événements, je parlerai plutôt de retour en arrière, finalement, une sorte de retour aux sources. Repasser sur du online, c'est un step back, quoi. C'est-à-dire, je prends l'exemple de ESL et de leur Pro League. L'année dernière, presque tous les événements étaient en ligne. Cette année, c'était la grande révolution. La plupart des événements passaient en physique, et ça a été un coup d'arrêt net et l'obligation de retourner en 2019, quoi. Donc voilà. Nous, à titre personnel encore, c'est hyper intéressant en tant que chercheur, c'est que moi, ça me permet de mettre en place des études, d'essayer d'analyser un petit peu, notamment l'impact de cette crise. Alors, principalement l'impact économique, qui est plus facile à évaluer que l'impact sociétal. Et au niveau de l'impact économique, là, par rapport à l'étude qu'on a mise en place, c'est entre 5 et 10 millions d'euros de pertes pour le marché du sport en France. C'est presque 30% du marché. On ne sait pas vraiment quel est le chiffre exact du marché global de l'e-sport en France, mais la dernière étude qui datait de 2018 l'évaluait à 28 millions. Là, si on est à 8 ou 9 millions de pertes, c'est un tiers du chiffre d'affaires et du marché qui est perdu. Donc c'est énorme, en fait. C'est vraiment difficile. Après, clairement, on a des acteurs qui, eux, par contre, en profitent. Notamment tous les acteurs qui fournissent des services totalement numériques. Je pense notamment à tous les organisateurs d'événements en ligne qui font que des petits tournois en ligne. Pour eux, c'est une hausse d'activité incroyable et une hausse de visites sur leur page et ainsi de suite. Même chose pour les cours en ligne, les cours de jeux vidéo, puisque pour certains joueurs qui voudraient progresser, il est possible pendant 1 heure ou 2 heures d'être encadré par un coach en payant et ainsi de suite. Et ça, clairement, ces acteurs-là, en tout cas, eux, on peut parler effectivement d'un bénéfice du confinement pour ces acteurs-là. Après, la vraie question, c'est, comme le disait Lucie tout à l'heure, hein, on n'a aucune visibilité sur l'avenir. Et je pense que c'est pas que le secteur du jeu vidéo et de l'e-sport, c'est tous les secteurs économiques et industriels. On n'a aucune visibilité de la part de notre gouvernement. Et donc, en fait, c'est hyper difficile de penser à des plans ou à des stratégies de relance pour après, et comment est-ce qu'on va pouvoir rebondir. Et donc, tous les acteurs, en fait, sont dans un flou total, dans une incertitude totale, qui fait que pour aller démarcher des sponsors, des investisseurs, ainsi de suite, c'est hyper compliqué, parce que ces sponsors et ces investisseurs sont eux aussi touchés par une crise économique, et que ils ont des arbitrages financiers à faire, et ils préfèrent sauver leurs emplois avant d'investir dans des nouveaux événements, quoi. Donc en fait, on marche sur des œufs, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et voilà, nous, du côté de l'association, on veut juste s'assurer que l'e-sport et le jeu vidéo au sens large ne soient pas oubliés des plans de relance, parce que, encore une fois, ce discours médiatique qui vient dire que tout se passe bien et c'est fantastique pour le jeu vidéo et l'e-sport en ce moment, je pense que ça peut nous mettre de côté, quoi, clairement. Oui. Pardon, je t'en prie, Lucie, vas-y.
Non, j'allais rebondir là-dessus, mais pas sans m'étendre plus que ça. Mais enfin, je sais pas si mon analyse est bonne, mais en tout cas, elle vaut ce qu'elle vaut à l'instant T. C'est que effectivement, si on observe quand même pas mal de liens ou de création ou de renforcement de liens au niveau social dans le jeu vidéo, pour le coup, en termes économiques et en termes structurels, j'ai l'impression que ça enclenche beaucoup justement de déstructuration et les liens se défont, que ce soit entre les partenaires et les organisateurs pour l'événementiel, qui du coup ne veulent plus se prononcer même pour l'année d'après. Et de la même manière pour les studios, où j'avais lu aussi ça sur un article du Monde que j'ai partagé tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as vu, Mehdi, on pourra le partager peut-être en lien, Ouais. que finalement les productions qui pourraient travailler en collaboration avec d'autres studios ou des prestataires finalement font beaucoup moins appel aux prestataires, et donc au final ça devient encore plus clivant, notamment pour tous ceux qui sont comme Aloïs, Presta, excuse-moi, le terme m'échappe. Freelance indépendant. Voilà. Et du coup, c'est là où on revient finalement sur un enjeu social, c'est que les métiers qui sont déjà dans parfois un clivage ou une mise à l'écart vont l'être encore plus en fait. Et donc finalement, c'est là où c'est à mon sens le plus dommageable, c'est que ce qui est le plus difficile à structurer, à s'imposer dans cet écosystème-là, va avoir encore plus de mal à le faire parce que justement tout se fragilise et que ça va être à eux finalement de retomber sur leurs pattes par eux-mêmes, parce qu'il ne va pas y avoir d'aide spécifique en fait. Ce qui est objectivement... Pardon, j'allais juste dire, ce qui est objectivement, par rapport à ce que disait Nicolas, est quasiment mission impossible, hein, vu que on va dire les derniers accrochages, on va dire les dernières aides et accrochages économiques concernant l'e-sport étaient encore très très fragiles, hein. C'est-à-dire, comme tu disais, il y a cette espèce de fantasme que c'est un truc qui roule, qui est intégré dans l'écosystème global du jeu vidéo et par extension de l'e-sport, sauf que c'est un truc qui a mis des années, comme tu le dis sur beaucoup de tes interventions en ligne et ailleurs, qui a mis des années à se constituer. Excuse-moi Aloïs, je t'ai interrompu. Ouais, en fait, c'était justement pour ces aides sur le plan des freelances. Il y a une aide qui a été proposée par le gouvernement pour les gens qui sont en freelance, mais il faut noter une diminution des revenus de plus de 50% par rapport à l'année dernière, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est assez ubuesque en fait comme question à poser à des indépendants, puisque du jour au lendemain, on peut se retrouver avec 0 revenu un mois et puis un gros revenu un mois. Je sais que par exemple, moi qui ai fait beaucoup d'enseignement, l'été c'est une période où je touche quasiment rien. Parce que les écoles n'emploient pas à ce moment-là en tant que freelance, et que c'est aussi un moment où beaucoup de compagnies sont en vacances elles-mêmes, et donc elles n'ont pas besoin de prestat pendant qu'elles sont en vacances. Donc ça veut dire qu'il y a des mois de l'année où je peux me faire une somme suffisamment conséquente pour pouvoir payer 2-3 mois, et puis après je vais rien toucher pendant un trimestre complet. Et du coup, faire ce genre de demande faut que vous prouviez plus de 50% de diminution de vos revenus. Vous êtes mignon, mais en fait, c'est pas possible. Enfin, d'une année sur l'autre, j'ai pas un revenu stable en fait en tant que freelance. Donc, il y a eu l'aide, mais les indépendants que je connais galèrent à la toucher parce qu'il faut de la paperasse. Ils ont des demandes qui sont trop importantes pour que vraiment on puisse aider. Quand on voit que déjà dans les studios ils sont en train de galérer, je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui sont dans des situations très subtiles de il faut que vous continuiez à travailler, mais nous on n'a plus de sous en fait. Leur demander il va falloir que vous prouviez que vous êtes pauvre pour pouvoir qu'on vous aide. Mais en fait, c'est vous qui vous promulguez la Startup Nation, sauf que vous n'avez rien à faire. Et même basiquement, le temps de produire les preuves qu'on est pauvre, comme tu dis, c'est parfois trop tard, en fait, pour pouvoir éponger, on va dire, les dégâts derrière. Alors, je laisse, quand je dis un petit temps de flottement, hein, évidemment, je continue d'animer, mais s'il y a d'autres éléments qui viennent à l'esprit, hein, faut pas hésiter. J'en profite aussi pour rappeler... Il y a Nico qui remue la main. Ah pardon, excuse-moi, je t'en prie. C'est parfait, c'est parfait. Non mais justement, moi ça me fait penser à deux choses. Il y a quelque chose qui peut paraître très démago, mais en tant
tant que sociologue, il faut quand même que je le rappelle, c'est qu'aujourd'hui, la crise sanitaire, elle met en lumière surtout les inégalités sociales, économiques dans nos sociétés. Je veux dire que ce soit en termes de fracture numérique, la répartition de la connexion Internet et du haut débit sur le territoire, la façon de vivre son confinement est pas du tout la même. Et donc, clairement, les métiers les plus précaires ou les statuts les plus précaires sont fondamentalement ceux qui en souffrent le plus, quoi. C'est évident, quoi. Donc, les freelances, les micro-entrepreneurs, les auto-entreprises, c'est les métiers précaires, enfin, en tout cas les statuts précaires par excellence, et eux sont fondamentalement clairement touchés de plein fouet, quoi. Qui me fait rebondir que dans l'e-sport, nous, on a énormément de freelance et beaucoup d'auto-entrepreneurs et de micro-entrepreneurs. Donc, clairement, on parlait du secteur événementiel qui était beaucoup touché dans l'e-sport, mais c'est aussi le statut de micro-entrepreneur qui est impacté de manière très, très forte. Et en plus, vient se rajouter à ça que l'e-sport étant un secteur qui se professionnalise depuis quelques années, c'est qu'on a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui se sont créés là, notamment cette dernière année ou sur les 12 derniers mois. Et l'aide qui est proposée par l'État ne peut être accessible à ces micro-entrepreneurs que s'ils ont déjà eu un chiffre d'affaires l'année précédente. Donc, c'est-à-dire que toutes les nouvelles micro-entreprises qui ont été créées sur les 12 derniers mois ne peuvent pas bénéficier de cette aide-là. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu mets toutes tes billes pour lancer un projet qui te tient à cœur depuis 3-4 ans, tu t'es lancé il y a 6 mois, tu as tout mis, t'as fait tapis all-in, et en plus, tu bénéficies de rien. Donc là, c'est vraiment catastrophique pour ces gens-là. Et puis même dans le cadre des embauches, parce que du coup, là, je suis justement entre ces deux eaux je sais que je suis embauché plus ou moins, mais j'ai pas encore signé mon contrat. Et en fait, ce confinement qui implique une restructuration logistique dans une entreprise de 150 ou 200 personnes, bah, ça fait que je suis en mode, bah ouais, j'attends. Et la durée augmente. Et bah ouais, alors à l'heure actuelle, j'ai des contrats de freelance, donc c'est bien, mais si j'avais été sans contrat, bah, je serais sans revenu en fait, en ce moment quasiment. Donc ça facilite rien du tout. Alors encore une fois, c'est pas forcément la faute au gouvernement ou aux entreprises pour le coup. Enfin, si on allait dans les sujets de fond, oui, c'est leur faute puisque c'est structurel en fait comme problème. Mais à l'heure actuelle, on peut malheureusement pas faire autrement, quoi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment ce que ça a mis à jour, que ce soit en termes de cadence, que ce soit en loi de travail, que ce soit en termes de conditions de travail de manière plus globale. J'allais simplement rappeler, comme le soulignait Lucie, si vous souhaitez, pour ceux qui sont dans le chat, pour ceux qui auront cette vidéo en replay, il n'y a aucun souci, ce sera directement dans la barre de description de la vidéo. Il vous suffit d'un petit point d'exclamation info et vous aurez en fait le lien sur lequel, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais vous aurez toutes les ressources dedans, des articles des différents intervenants, leurs vidéos d'intervention, etc., etc. C'est la petite parenthèse. Je vous relance quand même sur ce qu'on disait tout à l'heure au niveau vraiment, Nicolas, tu l'as renommé de nouveau en utilisant le terme de fracture numérique, etc. Il y a un côté très occupationnel avec ce côté, oui, bah c'est formidable, il y a des carrières qui peuvent se lancer pour les plus jeunes, qui peuvent aller dans l'e-sport, même s'ils se lancent pas, ils peuvent apprendre à commencer à programmer des jeux vidéo. Alors on sait qu'il y a la réalité évidemment du manque d'accès au matos en fonction des conditions sociales. On rappelle quand même un petit principe de réalité, comme tu le faisais Nicolas tout à l'heure, qu'on est quand même dans certaines situations de précarité où en ce moment, d'un point de vue médiatique, on s'enflamme en disant bah, c'est formidable, allez lisez, faites des trucs. On est quand même dans une situation parfois de famille, de précarité, où on n'a même pas de livres dans les maisons. Voilà, c'est un tout petit rappel, voilà, coucou la réalité. Et puis aussi de rappeler que le jeu vidéo, en tant que tel, au-delà même du support, reste un loisir qui est très coûteux. Hein. Évidemment, le ticket d'entrée, c'est la bécane, c'est l'ordinateur, c'est la console. Mais même les jeux en tant que tel, il y a le téléphone aussi entre guillemets en alternative, mais ça reste, même sur un smartphone, ça peut rester en fonction des économies des uns des autres très 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 coûteux. Donc sur ce point-là, est-ce que on parlait d'éléments de solidarité, est-ce que vous avez vu des choses un petit peu se poser à droite à gauche à échelle du jeu vidéo qui ont pu se proposer par des acteurs du jeu sur l'accès au matériel, en dehors du domaine professionnel, comme disait Aloïs? Alors, sur l'accès au matériel, moi j'ai rien vu. Par contre, Ouais. il y a un certain nombre de studios qui ont eu des initiatives de distribution de jeux, des choses comme ça. Je pense notamment à Sony qui a donné gratuitement Journey et la trilogie Uncharted D'accord. sur le mois précédent. Alors, ce mois-ci, ça a changé de jeu, je sais plus lesquels c'est, mais
mais il y a déjà eu ces initiatives-là. Assez souvent, il y a Humble Bundle, dès qu'il se passe des trucs, qui a tendance à faire des choses aussi pour permettre la diffusion de jeux assez intéressants en fonction de la situation, justement. Il y avait eu c'est déjà une structure. Alors, Humble Bundle, pour ceux qui ne connaissent pas, vous permet notamment d'acheter des packages de jeux, où il y en a pas mal, et vous permet de répartir les différents, l'argent que vous donnez entre une association, les développeurs et le site lui-même. Euh, et du coup, à l'occasion de ce genre d'événements, Humble Bundle a tendance à se mobiliser un petit peu pour aider, donc avec l'Electronic Frontier Foundation, notamment, qui est l'association que je finance par leur biais, qui intervient sur les problématiques du numérique, notamment tout ce qui est cyberharcèlement et propriété intellectuelle pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc il y a ce genre d'initiative qui existe pour les jeux eux-mêmes et que j'espère voir se multiplier dans l'avenir. Néanmoins, pour ce qui est du matériel, c'est d'autres problèmes de logistique, de comment on fait pour apporter des choses chez les gens. Oui. Je crois avoir vu 2-3 initiatives d'échange de jeux de plateau plutôt, mais en fait ça aide pas spécialement les gens qui sont comme moi seuls dans une ville où ils connaissent personne. Donc là c'est plus une fracture sociale que numérique, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Malheureusement, on n'a pas encore la motivation peut-être pour le faire. Je vous entends plus, je crois. Est-ce que je peux parler, Mehdi? Oui, Ah, non, si, il c'est n'y bon. a pas de problème. On t'écoute religieusement. Il m'a semblé que Mehdi parlait et j'ai rien entendu, donc je préférais. Non, c'est la barbe qui fait ça. Mais oui, ça c'est pour effectivement au niveau des élans de solidarité. Je sais pas s'il y a des exemples du côté de Lucie ou de Nicolas sur ce point-là, ou pas spécialement. Pas spécialement, Oui, j'ai d'accord. plutôt des contre-exemples du coup. Ça peut. Après, en termes de médiation numérique, du coup, là, encore une fois, on en revient à peu près aux mêmes problématiques que ce qu'on a évoqué au début, rapport à la culture et à l'impact en termes de médiation culturelle que tout ça va avoir, parce que pour le moment, on n'a aucune visibilité sur la reprise des activités de médiation culturelle. Après, c'est pareil, hein, j'en reviens au Stunfest, mais le Stunfest qui est organisé par Troy Combo, l'association qui la gère depuis des années, enfin qui a organisé, qui a fondé ce festival-là, à l'année, ils font des actions de médiation culturelle autour du jeu vidéo, comme médium et aussi comme outil de sensibilisation. Que ce soit médiation parent-enfant ou médiation scolaire, ça peut être sur plein de sujets différents. Malheureusement, ils sont impactés à la fois par le problème de la culture et de l'absence de culture actuellement, et aussi du rapport au scolaire, puisque de la même manière, la scolarité ne va pas reprendre comme ça de manière normale du jour au lendemain. Donc moi, c'était plus de ce point de vue-là où finalement des initiatives, pour le coup locales, peuvent pas continuer à perdurer justement à cause de toutes ces incertitudes, qu'elles soient à la fois en termes d'organisation et aussi financière, parce qu'au final c'est pareil, hein, les activités, il faut pouvoir les mettre en place avec des sous-sous, ça ne se fait pas tout seul. Donc tout ça c'est pareil, tout ça c'est remis en question. Donc en termes d'accessibilité, je trouve que c'est bien de se poser ces questions-là aussi, c'est que finalement, si matériellement parlant, les gens ne peuvent pas y avoir accès, il peut y avoir toujours des médiations qui se font d'une certaine manière, et là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ouais. En tout cas, moi, de ce que je connais, là, pour le coup, c'est néant, quoi. Pour rebondir là-dessus, c'est au-delà même de Troy Combo, bien évidemment, qui fait toute cette médiation culturelle à l'année, cette prévention et cette sensibilisation et surtout cette éducation aux outils numériques. C'est clairement ça, c'est que à travers la France, on a une multitude, un tissu associatif hyper structuré, un vrai maillage associatif qui développe plein d'initiatives comme ça auprès des populations les plus vulnérables, que ce soit les jeunes, les personnes en situation de handicap, les seniors. Il y a un vrai enjeu à l'éducation numérique auprès des seniors. Et donc, que ce soit les ambassadeurs de pédagogueux qui sont, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense plus d'une centaine à travers la France,
ou des associations comme Silver Geek qui interviennent auprès des EHPAD et de nos seniors. Clairement, c'est un vrai coup d'arrêt, quoi. Et clairement, la fracture numérique, elle se creuse dans ces cas-là, quoi. C'est-à-dire que toutes ces populations vulnérables, elles se retrouvent à plus pouvoir bénéficier de ce soutien et de ce support, quoi. Et pour revenir sur ta question au niveau du hardware, j'ai pas non plus, comme Aloïs, vu passer d'initiatives là spécifiques, particulièrement pour le confinement. Ouais. Mais là aussi, il existe encore une fois des associations qui font ça le reste de l'année. Je pense notamment à Rétro du Cœur qui est très actif et qui récupère du matériel qui peut être considéré comme obsolète, le remet en état et ensuite le rediffuse auprès de ses partenaires dans les MJC, les maisons de quartier et ainsi de suite pour pouvoir continuer à animer. Donc là, les maisons de quartier sont fermées, les MJC sont fermées et en plus, c'est du matériel qui est moins collecté aussi, donc ça a un impact aussi à ce niveau-là. Alors justement, Nicolas, tu as la parole, je vais te la laisser, je vais te relancer là-dessus, sur les axes peut-être de sensibilisation aussi des pratiques, parce que dans tes initiatives au niveau associatif, il y a tous les enjeux de sensibiliser de manière très globalement, pas simplement à la pure pratique de l'e-sport, de comment apprendre à appréhender l'objet, le jeu, etc., mais aussi, entre guillemets, tout ce qui va être voler des bonnes pratiques d'un point de vue politique. Et notamment, toi, ça fait d'autant plus sens parce que dans le domaine donc, de tes recherches en sciences du sport, tu as beaucoup travaillé sur la dimension de la motricité, etc. Est-ce que là-dessus, moi le sachant, vu travaillant aussi avec des personnes sur ces enjeux-là également, comment est-ce que ça a été ralenti et freiné? Est-ce que tu as eu aussi des retours peut-être avec ce confinement-là tu vois, de difficultés à peut-être pas à limiter le jeu, je dirais d'un point de vue parental, mais simplement à rentrer dans des choses qui sont justement pas des bonnes pratiques, c'est-à-dire des jeunes qui vont vraiment plus être, qui étaient dans une pratique récréative ou compétitive, qui vont se retrouver vraiment dans une forme d'enfermement à proprement parler. Est-ce que tu as eu des feedbacks là-dessus, des retours? Ouais, forcément, et puis même sans aller les chercher, je veux dire, les témoignages, on peut les retrouver dans les différents médias. Effectivement, l'objectif que ce soit Francis Sport ou d'autres associations qui travaillent dans le jeu vidéo ou de pédagogie, c'est bien évidemment c'est de faire de l'éducation à ces outils vidéoludiques et de pas le faire de manière angélique. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire le jeu vidéo c'est fantastique et de mettre des œillères et de masquer les dérives et les déviances qu'il pourrait y avoir, quelles qu'elles soient. Moi, ce que j'aime souvent rappeler, c'est que en fait, jouer aux jeux vidéo, c'est une imbrication de plein d'éléments et de plein de facteurs. Et c'est un jeu vidéo avec, Aloïs pourra en parler mieux que moi, mais avec un arc narratif, un game design et qui va avoir bien évidemment une influence sur ce qu'est capable de faire le joueur, mais c'est aussi un joueur. Et ce joueur, il vient avec son vécu personnel, son expérience qu'il a acquise au fur et à mesure des années. Sa construction psychosociale qu'il peut avoir. Et puis, c'est un moment, c'est un contexte, c'est un environnement. Pour le dire de manière très simple, si vous jouez aux jeux vidéo et que vos parents, à chaque fois que vous jouez aux jeux vidéo, ils le verbalisent de manière négative et qu'ils font des reproches sur votre façon de jouer aux jeux vidéo, vous allez construire une image du jeu vidéo qui va être différente que lorsque vous êtes un joueur et que vous jouez et que vos parents, à chaque fois, ils jouent avec vous, c'est un moment de détente et ainsi de suite. Forcément, donc c'est un environnement. Le confinement, c'est un environnement qui est exceptionnel. Je veux dire, c'est un cas qui est jamais vu pour nous Français. Ça fait, en tout cas, moi de mon vivant, je n'ai jamais vécu 2 mois enfermé. Jamais ça m'est arrivé. Et pour beaucoup de gens, c'est la même chose. Donc oui, on a des parents qui s'inquiètent effectivement de voir que leurs enfants passent plus de temps que d'habitude à jouer aux jeux vidéo en cette période-là. Mais encore une fois, il faut le rappeler, c'est que c'est un environnement qui est très particulier. C'est-à-dire que en ce moment, je vais peut-être être un petit peu provocateur, mais un enfant qui joue 4 heures ou 5 heures aux jeux vidéo en ce moment, alors selon l'âge, selon le jeu et ainsi de suite, bien évidemment, qui joue en ce moment, là, en période de confinement 4 ou 5 heures, je trouve pas ça finalement déconnant, on va dire, ouais. Ouais, pas si alarmant que si c'est en période de cours classique hors confinement et où là il joue 4 ou 5 heures par jour, effectivement. Et encore, se poserait la question de savoir, encore une fois, quel jeu et quel impact ça a sur ses relations sociales, sur sa relation à l'école, sur ses notes, sur ses autres affaires. Ce qui aussi, c'est que on a toujours l'image
d'un joueur de jeux vidéo, mais pour plein de choses, en fait, de quelqu'un qui serait monomaniaque, quoi. C'est-à-dire, quand tu es joueur de jeux vidéo, tu ne ferais que ça, quoi. Tu joues aux jeux vidéo, ah bah ça veut dire que tu es un gros geek et que toute ta journée, elle est focus que autour du jeu vidéo. La réalité, c'est que autour de nous, et je pense qu'on en est tous des bons exemples, quoi. On joue aux jeux vidéo, pour ça trouve, on est capable de faire, je sais pas, pendant 2 semaines un gros raid pour World of Warcraft, et puis ensuite, pendant un mois qui vont suivre, on va sortir tous les soirs au restaurant avec des potes, on va aller voir des matchs de football dans les stades, ou des matchs de basket, on va aller voir des concerts, on va aller voir des expos, et au final, en fait, on est multiple, on est pluriel, quoi. C'est ça la réalité. Et les études qu'on mène chez Francis Ford, elles ont tendance à montrer ça, c'est que les joueurs de jeux vidéo, cette caricature du joueur qui serait isolé socialement dans sa chambre et qui ne ferait que jouer à des jeux violents pour dézinguer des avatars adverses, c'est totalement dépassé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on fait plein de choses. Et donc, voilà, moi j'essaie un petit peu de déconstruire cette crainte qu'il peut y avoir autour des enfants en ce moment qui joueraient peut-être beaucoup. Je pense surtout ce qu'il faut, c'est que il y ait des interactions, une verbalisation avec les parents, que ce soit un temps de pratique hyper important pour la famille aussi, que le jeu vidéo, ça soit pas juste le jeu vidéo dans la chambre, mais dans les espaces du foyer qui sont communs. Comme ça, tout le monde peut le regarder, tout le monde peut y jouer. Parce que jouer aux jeux vidéo, c'est pas juste jouer, c'est aussi regarder. Moi, j'en suis un très bon exemple. Moi, j'ai passé beaucoup plus de temps à regarder mes copains jouer au jeu parce que j'étais nul et parce que ça me faisait regarder plutôt que et je prenais tout autant de plaisir que mes potes qui jouaient, quoi. Et c'est aussi ça, quoi. Je pense que ça, c'est super important. Et même chose, il y a au cours de la journée, on peut être à la fois un casual gamer et un hardcore gamer, quoi. Je veux dire, on peut, pendant qu'on est aux toilettes, faire un Candy Crush, ensuite jouer avec son frère à Mario Party, et quand tout le monde est couché, mettre League of Legends et grinder le ladder pour essayer de finir le meilleur. Et donc, en fait, personne est un hardcore gamer ou un casual gamer. On est tout ça à la fois, ça dépend des pratiques, des usages qu'on peut en avoir. Donc, c'est bien plus complexe, quoi. C'est surtout ça, je pense qu'il est important de rappeler, quoi. C'est que tous les discours sont souvent beaucoup trop caricaturaux, que c'est beaucoup plus polyfactoriel et protéiforme que ce qu'on imagine, quoi. Oui, c'est pour vraiment, je pense, résumer ta pensée, mais je crois qu'elle était très claire. Hein, c'est l'idée de comment l'objet, donc jeu vidéo là en l'occurrence, est accompagné, partagé, et comment est-ce qu'il est encadré. Moi, il y a un exemple que je donne très souvent quand j'interviens sur ce sujet-là, c'est tu prends la pratique du violon, tu peux avoir quelqu'un on va dire, allez, pour être dans le cliché, qui va être dans un milieu populaire ou alors très très précaire et qui va avoir, je sais pas, parce qu'il y a une journée musicale à l'école et qui va avoir des facilités pour jouer le violon. Si la pratique du violon est pas valorisée chez lui, qu'on lui dit c'est quoi ton truc de troubadour, va te trouver un boulot et lâche ce truc, évidemment que ce sera pas pareil, et pourtant c'est un objet qui est culturellement plutôt valorisé et plutôt mis en avant. Je me retourne après cet exemple-là vers Aloïs sur la question, parce qu'on a parlé de ton travail, des impacts au niveau redistribution du matériel, et je repensais aussi évidemment à un sujet tabou, mais mettons les pieds dans le plat, même s'il a été beaucoup défriché, c'est la question du crunch, et comment est-ce qu'elle je dirais, elle surgit, ressurgit, se tapit pour refaire un peu anxiogène pendant le confinement et l'approche du déconfinement et à l'annonce du déconfinement. Alors, déjà, avant de commencer à me prononcer sur le crunch, je tiens à rappeler que c'est pas un truc qui est endémique aux jeux vidéo. Oui, bien sûr. Il y a une grosse partie des industries du numérique qui sont touchées, et pas que. J'ai des étudiants notamment qui sortaient d'architecture, qui ont eu des cadres qui étaient, quand on leur a décrit le crunch, ils étaient en mode « Ah, mais c'est sympa par rapport à ce que moi j'ai fait. Ah, charmant !» Voilà, donc je veux pas trop me prononcer. Je pense qu'il y a quelque chose de très pernicieux dans cette normalisation du télétravail provoquée par le confinement. Le crunch, c'est une pratique qui est en soi difficile de faire sans pour un certain nombre de studios AAA. C'est pour des façons d'organisation de production qui, à mon avis, sont faibles et qui ne sont pas indispensables. Je pense notamment à des contre-exemples comme Amplitude Studio, qui demandent à ses joueurs quand est-ce qu'ils estiment que le jeu est suffisamment prêt pour sortir par leur plateforme Games Together. Donc pour moi, c'est une pratique qui est un peu, on a du mal à passer à côté parce que on vient d'un milieu, l'industrie du jeu vidéo, qui a été forgé en même temps que le néolibéralisme, en fait. Donc là, c'est mon analyse sur la sociologie du développement.
avec Reagan, avec le néolibéralisme, et principalement avec des hommes blancs riches qui étaient capables de faire des grandes études dans les années 80. Et c'est pour ça que tout doucement, c'est pour ça que c'est ces 10 dernières années qui commencent à nous syndicaliser et à nous faire lutter contre ces modes de travail qui sont toxiques pour la santé. Et là où je voulais en venir en parlant de ce que fait le télétravail avec le crunch, c'est que il estompe la frontière entre le travail et le domicile, en fait. Déjà, travailler en tant que freelance, ça requiert une certaine discipline, puisque si un jour on n'a pas envie de travailler, mais qu'on a quand même des trucs à rendre, il faut travailler. Il y a ma fille qui a vomi par terre, je vais aller m'occuper du vomi de ma fille, qu'importe. Mais là où ça devient vraiment pervasif, en fait, entre les deux, c'est que le droit à la déconnexion, il est un peu estompé vu qu'on est tout le temps sur notre lieu de travail pendant ce confinement, en fait. C'est que la loi El Khomri là, de 2018 qui dit que en dehors des heures de travail, on a le droit de ne pas répondre à des mails, etc. À une heure où tout le monde travaille avec des rythmes complètement décalés, ça rend le truc extrêmement vicieux en termes de rythme. Et voilà, ça implique que collectivement, tout le monde respecte les temps de travail de chacun. Et du coup, à ce moment-là, faudrait des types à distance pour permettre de limiter les quantités de travail vis-à-vis de ça. C'est très intéressant que tu aies rappelé le rapport à la tech, et je me permets une précision parce que c'est vrai que pour nous ça va de soi, pour rappeler ce que c'est que le crunch, hein. Donc c'est effectivement, ce sont des pratiques et des périodes de travail, on va dire, extensibles et intensives, qui sont surtout allouées et posées sur les temps pour boucler des fins de projet, qui vont induire notamment des heures supplémentaires, parfois payées ou pas. Mais comme tu le rappelais très bien, aussi ça vient du domaine de la tech. Et pour te laisser continuer, la dimension de la répartition peut-être des lieux de travail, même fussent-ils virtualisés. Nous, on va donner un exemple transparent, je pense que ça se voit avec l'interface, on part de Discord. Donc ce qui est très intéressant, par exemple dans Discord, et le parallèle que tu faisais avec El Khomri, c'est que tu peux très bien ne pas répondre à un mail, mais on peut très bien, de manière pernicieuse, te dire « Oui, mais t'es quand même sur le groupe de boulot, et t'as vu qu'il y avait des notifications, ça t'aurait pas coûté grand-chose de répondre », enfin, ce genre de dimension insidieuse. Et je le répète encore, comme tu l'as dit, qu'on peut retrouver dans plein d'autres domaines, dans la tech et même ailleurs, hein, maintenant. Mais c'est vrai que Discord et d'autres plateformes permettent aussi de peut-être peut-être pas re-hiérarchiser, mais en tout cas repenser ces espaces-là ensemble quand on constitue un groupe Discord, par exemple. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pour te redonner la parole à Loïs, mais c'est ouvert aussi à Lucie et à Nicolas sur ce sujet-là. C'est vrai que Discord, à la base, il est conçu principalement pour permettre aux joueurs de jouer ensemble. Oui. Et que du coup, avec ce confinement, le fait que on soit passé plutôt de Slack pour un certain nombre d'entreprises à Discord, ça permet, il y a un truc très très vicieux effectivement mais regarde, on t'a vu, t'étais en train de jouer à League of Legends, ça t'a coûté quoi de pas répondre entre deux games, tu vois. Ça m'a coûté quoi, concrètement, j'ai le droit d'avoir mon temps individuel moral. Alors ouais, peut-être que ça peut mettre des productions en danger, même si je pense que attendre une nuit, globalement, ça va pas. Enfin, attendre le lendemain matin pour répondre, ça va pas changer beaucoup de choses sur le terme de la production, puisque ce qu'on produit après une certaine heure dans la journée, ça a tendance à diminuer en qualité. Il me semble que c'est la sociologie du travail qui a montré que justement, plus la journée est longue, moins on est efficace sur le long terme. Donc malheureusement, voilà, ces espaces qui sont plus des espaces séparés, c'est quelque chose qui va être problématique sur le long terme, surtout si on doit rester confiné plus longtemps. Ouais. Est-ce que vous souhaitiez intervenir, Nicolas ou Lucie, par rapport à ça ? J'avais une autre piste s'ils veulent pas répondre. Oui, vas-y. Non, mais après, de manière générale, effectivement, on l'observe. C'est un phénomène qu'on observe déjà depuis un certain nombre d'années et qui peut se renforcer, effectivement, si chacun ne prend pas conscience finalement des limites qu'on doit s'imposer et qu'on peut imposer aux autres aussi, puisque de toute façon, si on te dit t'as le temps de bosser, tu vas forcément bosser jusqu'à plus pouvoir. Enfin, je veux dire, faut cadrer à un moment. Mais ça, c'est de la responsabilité de chacun aussi. Mais bon, après, globalement, non. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui du coup pourrait se
se systématiser finalement par rapport à des pratiques de travail, quoi. Et c'est là où ça peut devenir dommageable, effectivement. On le voit, ne serait-ce que par la casse du code de travail qui se fait en temps de confinement, là, dont peu de personnes parlent, mais les nouvelles lois et les nouveaux arrêtés qui sont en train de passer sur à la fois les RTT, les congés, les pauses de congés, et ainsi de suite, ou sur les heures supplémentaires, le temps de travail hebdomadaire, et ainsi de suite. On voit bien que, en utilisant ce terme de néolibéralisme, je serais bien incapable de bien le définir, mais en tout cas, clairement, aujourd'hui, sans que ce soit spécifiquement lié aux jeux vidéo et à la tech, hein, c'est de manière générale, je pense que tout le monde en souffre de plus en plus. La violence sociale que peuvent ressentir, que l'on peut ressentir dans le milieu du travail, et que ça soit par la hausse du chômage ou la difficulté à trouver des emplois, je pense que pour nos générations, c'est les générations futures, c'est pas hyper joyeux, hein, qui s'annonce pour eux, quoi. C'est hyper compliqué, et ne serait-ce que sur le sens que tu vas donner à ton travail, quoi. En plus, sans parler des bullshit jobs et ainsi de suite, quoi. Le burn-out. Ouais, voilà, exactement. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un bon cas d'école qui est en train de se passer avec le confinement, que tous les freelances connaissent déjà depuis hyper longtemps. C'est cette porosité entre sphère privée et sphère professionnelle, que tout le monde est en train d'expérimenter, et qui montre clairement toutes ses limites, quoi, et à quel point le burn-out est pas loin, et puis là, va te mettre en arrêt maladie, c'est pas facile, quoi, dans ces cas-là, quoi, tu vois. Donc, je veux dire, tout est fait pour que dans tous les cas, le travailleur soit perçu juste comme de la main-d'œuvre qui est utilisable et remplaçable au bon vouloir des employeurs, quoi, tu vois. C'est assez catastrophique, quoi. C'est peut-être une lecture un peu marxiste, quoi, mais en tout cas, moi qui semble être hyper pertinente, quoi, et hyper cohérente dans ce cas-là, quoi. À contrario aussi, ce que j'avais pas mal noté dans les échanges que j'ai eus avec différentes personnes, hein, que ce soit employés ou freelance, c'est que c'est aussi une opportunité pour certaines personnes de réorganiser leur rapport au travail, leur organisation dans leur travail. Et c'est ce que je disais justement en début, quand on en parlait en début de notre échange, c'est que finalement, ça permet, en fait, c'est là tout l'ambivalence du vide qui se crée, c'est-à-dire que soit tu essayes absolument de le combler, soit tu comprends aussi qu'il y a des temps qui peuvent permettre d'exprimer aussi une certaine créativité, que ça permet de réévaluer finalement l'importance que tu accordes à certains temps, et finalement l'un dans l'autre, je pense que ça peut aussi finalement créer des manières d'envisager le travail qui peuvent être bénéfiques. Effectivement, du point de vue managérial, il y a des grosses déviances. Par contre, du point de vue personnel, je pense qu'il y a moyen de s'en saisir, on va dire. Et c'est là où pour moi il y a quelque chose de positif là-dedans, et je pense qu'il faut effectivement prendre conscience des enjeux négatifs, mais souligner aussi le fait que si certains arrivent à s'en saisir, c'est que c'est possible aussi d'une certaine manière. C'est pas très facile, hein, attention, ça va. Hein, je dis pas que je suis pas trop dans c'est des pratiques hyper individuelles, et qu'encore une fois, on n'est pas tous égaux, quoi, en termes d'éducation à tout ça. C'est-à-dire que ceux qui peuvent se permettre et trouver les ressources nécessaires pour développer des stratégies organisationnelles qui leur permettent justement de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de connaissance du droit du travail. Ouais, voilà. Je pense que pour beaucoup de classes sociales plus populaires, c'est impossible, quoi, totalement. Et donc, bien évidemment, moi, je suis ravi de savoir que des gens arrivent à trouver ces ressources-là, et que, d'une certaine manière, de manière très individuelle, arrivent à le faire, quoi. Mais encore une fois, je pense que il faut l'envisager de manière systémique, globale, holistique, quoi. C'est-à-dire que c'est une... Alors là, ça fait encore une fois hyper démago, il faut repenser le monde d'après, tout le monde dit ça en ce moment, mais je pense que
C'est un peu le sujet du week-end. Ouais, oui, alors pardon, ouais, c'est vrai en même temps, mais En train de spoiler repenser la le monde conférence d'après. de dimanche, Nicolas. C'est pas bien. Ah, mince. Non, mais repenser le monde d'après, pour moi, c'est indissociable de politique publique, d'enjeux politiques, quoi. C'est-à-dire que c'est d'enjeux institutionnels. C'est-à-dire que si c'est pour qu'à chaque fois ce soit des pratiques individuelles, certes, tu es en accord avec tes propres convictions et avec toi-même, c'est hyper cool, mais c'est la même chose que pour l'écologie, quoi. Je veux dire, culpabiliser à chaque fois le consommateur en disant c'est à toi de faire le tri chez toi, c'est à toi de pas prendre une voiture qui pollue et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que si d'un point de vue institutionnel, on dit pas à toutes ces entreprises qui créent des voitures qui polluent, arrêtez de les créer, bah, je veux dire, au final, ça a aucun impact, quoi. Ou alors il est inutile par rapport à l'ensemble, quoi. Donc, c'est en ça, je pense, c'est des vrais enjeux institutionnels qui sont sous-jacents. Et là encore, c'est très politique au sens politicien Ouais. du terme, quoi. C'est-à-dire, c'est des politiques publiques qu'il faut mettre en place pour s'assurer effectivement que lorsqu'il est 4 heures du matin et que tu n'as pas envie que ton manager il vienne te mettre un message sur Discord pour te dire oh, au fait tu m'as pas envoyé le dossier que tu devais m'envoyer hier, bah voilà, tu vois, Qu'il y ait un que cadre légal à l'entreprise ça, voilà, ouais. Qui puisse, Après, ouais, pour reprendre un peu ce que disait Lucie sur le fait qu'il y a aussi des éléments positifs à ce confinement, en France, le télétravail, il est stigmatisé depuis un certain temps quand même. C'est quelque chose qui a été très très peu toléré sur ces dernières années. Je me rappelle dans mes premiers emplois dans le numérique, quand je disais j'aimerais bien pouvoir faire au moins une journée par semaine en télétravail, juste pour moi, pour vider ma charge mentale en fait. C'était bah non en fait, direct. Là, plus récemment, j'ai fait la demande pour justement avoir ce mercredi, juste pour travailler depuis chez moi, sans avoir à casser le rythme de travail et les pipelines, juste pour pouvoir bah, voilà, m'occuper de mon chien, éviter qu'il soit seul dans son coin, pour pouvoir moi bah, vider ma tête sur le plan créatif, parce que j'aime bien travailler en extérieur aussi. C'était hyper important pour moi, notamment parce que bah, j'ai eu l'occasion de travailler en Scandinavie, où bah, c'est quelque chose de plus normal en fait que de ne pas avoir à être en physique en permanence. Euh, donc il y a un rapport au travail qui est en train de changer. Les gens se rendent compte que bah ouais, il est peut-être temps de se dire que c'est pas le travail qui va nous rendre heureux. Euh, on peut essayer de l'être, mais c'est justement la problématique du crunch, c'est que euh, c'est un métier passion, donc bah, donne tout ce que tu as si tu veux pouvoir le garder et pouvoir être heureux au travail. Mais en fait, à quel but? C'est pas nous qu'en profitons finalement. à quel but et à quel prix, ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, c'est un peu, on l'avait un peu posé dans le chat il y a quelques instants. Hein. On a une remarque qui nous dit, il faut prendre en compte aussi les limites du cerveau et de l'attention humaine, enfin de nos capacités, du fait que on a une charge émotionnelle. Aussi, ton exemple est très parlant. Le fait que en t'accordant une journée comme ça, tu puisses, dans ton cas, t'occuper de ton chien et pas avoir toute la journée à ruminer au boulot. Est-ce que je me suis bien occupé de lui? Est-ce que ça va pendant que je suis absent? Est-ce que, etc. C'est évidemment, bon, ça c'est pas nouveau. Moi je t'emboîte plutôt le pas sur l'idée que ça ait changé un petit peu les mentalités dans un pays. Bon, on va pas se cacher, en France, moi pour travailler aussi dans le domaine, on va dire social, je sais que la réunionite c'est un truc, c'est une maladie bien française. Bon, des fois elle est utile, des fois on peut quand même se reposer la question. Et on a une remarque aussi dans le chat qui me permettra d'enchaîner avec le côté que je rejoignais de Nicolas qui dodelinait tout à l'heure. On nous dit, nous par exemple, on arrive à bien s'en sortir au niveau de l'organisation des tournois online, ça a explosé, les gens étaient là pendant la fréquentation des tournois. On espère juste que cela continuera par la suite. Moi, je retiens le par la suite, en réalité, à la fois dans la dimension de cadre que rappelait Nicolas d'un point de vue de la et du politique, mais aussi de la réalité. Qu'est-ce qui va en être de la reprise? On parlait d'effets émotionnels et psychologiques. Comment est-ce qu'on va se réadapter? Il y a des gens à qui ça a fait extrêmement cogiter pendant tout ce temps-là. Est-ce qu'on va avoir le même rapport à se poser sur son écran pour bosser, etc., etc. Voilà, ça c'est une question, un peu une réflexion ouverte, je dirais. Alors, non, je vais laisser Nicolas parler peut-être d'abord. Non, vas-y, t'avais avancé, vas-y. Pour moi, il y a un rapport à l'écran qui change aussi parce qu'avec ce confinement, je me rends compte que je ne suis pas le seul à être surchargé par les écrans, justement, puisque tu travailles toute la journée sur ton écran et le soir, qu'est-ce que tu fais pour aller te détendre mécaniquement? Bah, tu sors ton téléphone, tu vas faire un jeu sur ta console, tu vas prendre ton PC pour regarder une série Netflix. Voilà. Donc, j'ai ma charge de travail qui diminue pas, mais ma possibilité de travail diminue, elle.
parce que je suis tellement exposé aux écrans que je finis par en développer des douleurs aux yeux et au cerveau en ce moment. C'est quelque chose qui n'arrivait pas du tout avant le confinement, mais maintenant, à force de passer ma journée avec toujours un écran à portée de vue, j'ai la tête comme ça à la fin de la journée. Et je pense que du coup, les méthodes de travail vont peut-être légèrement changer dans les prochaines années pour peut-être repasser plus sur de l'humain. Alors ça, c'est ma pratique, elle est relativement humaine je pense, puisque je préfère aller parler avec les gens que leur envoyer un mail. Mais je pense qu'il va y avoir quelques transformations ici et là et une diminution de l'indispensabilité, en tout cas, des ordinateurs. Parce que de façon générale, on peut l'observer depuis après, je dirais 5 à 10 ans, il y a un essor du jeu de société qui est en train de se refaire, du jeu de société et du jeu de rôle, parce que les gens en ont marre des écrans et préfèrent se retrouver ensemble de plus en plus. Je pense que ça se renforce justement avec ce confinement, parce que c'est quand même plus sympa d'être à 5 avec des bières et un jeu de société au milieu que seul dans son coin avec un jeu vidéo. Nicolas, tu voulais intervenir? Bah, Pas spécialement. Lucie, peut-être? Oui. non, mais Il y a Nicolas qui essaie de parler, mais je crois qu'on t'entend Ouais, pas. non, Ouais. On Pardon. t'entend un peu lointainement. Ouais, voilà. penser l'après, c'est compliqué. Alors, encore une fois, moi, je vais prendre des exemples très personnels. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je suis enseignant-chercheur à la fac. On commence à nous dire pour la rentrée, notre ministre de l'enseignement supérieur commence à dire pour septembre, ça serait pas mal d'envisager de faire les cours à distance, de continuer à faire les cours à distance, notamment pour les amphis. Moi, je dis ok, pourquoi pas. Mais la réalité, c'est si la démarche elle est cohérente, la mise en pratique et la mise à disposition des outils numériques qui soient capables d'accepter une telle grandeur de connexion, un tel nombre d'étudiants connectés en même temps et des enseignants qui sont pas formés à faire ça, je veux dire, c'est catastrophique en fait. C'est là où je reviens sur le fait que moi je m'en tire bien à la fac. C'est-à-dire que moi, j'arrive à assurer mes cours parce que Discord, parce que Slack, parce que Zoom, Teams, c'est des maîtrises que je côtoie et sur lesquelles je suis plutôt à l'aise. Mais mes collègues qui, sans dire qu'ils sont vieux, hein, loin de là, mais juste qui ont 5 ou 10 ans de plus et qui sont pas très enclins. Dans le sport, les pratiques numériques, c'est pas hyper développé, quoi. Donc, moi, mes collègues, ils sont perdus. Discord, tous les 2 jours, je suis obligé de les reformer parce qu'ils ont perdu le lien vers leur serveur et ils l'ont effacé et ils savent plus ce qu'ils ont fait, tu vois. C'est ça la réalité. Donc, l'université, elle nous met à disposition une plateforme pour faire les cours. Sauf qu'on ne peut pas faire de cours en direct. On est obligé de s'enregistrer avant et de mettre à disposition un fichier vidéo. Mais la plateforme, elle accepte pas les fichiers qui font plus de 10 mégas. Donc un fichier vidéo de 2 heures, bien évidemment, ça rentre pas. Et les étudiants, pour se connecter, ils doivent avoir un identifiant, un mot de passe. La moitié des étudiants, ils perdent leur identifiant et ils ont oublié leur mot de passe. Bref, c'est sûr que ça fonctionne pas. Et là encore, c'est une question de fracture sociale, quoi. C'est-à-dire que les étudiants qui sont bien chez eux avec papa, maman, et encore une fois, hein, je dénigre pas, mais qui ont un environnement familial et un capital culturel et économique qui est plutôt favorable, bah oui, bien évidemment, ils vont se débrouiller, ils vont s'adapter. La réalité, c'est tous les étudiants qui sont loin de chez eux, qui sont dans un crous perdu dans une petite chambre, qui a déjà pas le wifi qui fonctionne très bien et qui en plus ils sont pas hyper organisés ou ils ont personne autour d'eux pour les aider, c'est compliqué. Donc pour le jeu vidéo et pour l'e-sport, clairement, moi j'y vois la même problématique, quoi. C'est-à-dire que encore une fois, il faut mettre en place des dispositifs qui soient favorables. Je reprends l'exemple de cette question sur le chat. Les tournois en ligne. Aujourd'hui, la législation en France fait que les tournois en ligne avec frais de participation sont interdits en France. C'est-à-dire que on peut pas faire des tournois en ligne qui soient payants. C'est-à-dire vous pouvez pas payer pour participer à un tournoi en ligne. Si jamais vous le faites, l'organisateur de l'événement en ligne, il est totalement hors la loi. C'est illégal. Mais ça veut dire que potentiellement, il y a tout un secteur d'activité qui pourrait exister. Et je veux dire, il y a plein d'associations qui organisent des événements en ligne, et on le voit, ça fonctionne bien, et ça pourrait être un modèle économique qui pourrait très bien fonctionner pour elles. Donc là, nous, chez Francisport, c'est quelque chose de très concret, c'est au-delà juste de dire « Ah, mais vous voyez, ça marche, et il faut que ça continue comme ça ». Non, pour l'encourager, on va faire la demande auprès du gouvernement de mettre en place une régulation des compétitions en ligne avec frais de participation, plus pour que ce modèle économique pour les associations ou les organisateurs d'événements en ligne puissent
finalement valoriser l'expertise et les compétences qu'ils mettent en place lors de leurs événements. Donc à chaque fois, c'est ça que j'essaie de souligner. Je trouve ça hyper bien, toutes les pratiques individuelles et les initiatives individuelles, mais encore une fois, on n'est pas tous égaux. Moi, je suis mâle, blanc, cis, hétéro, parisien, citadin, urbain, voilà. Clairement, ma vie, c'est beaucoup plus facile que beaucoup de gens, quoi. Donc oui, moi, je m'en tire bien. Il y en a plein d'autres. Clairement, c'est plus difficile pour eux, quoi. Pour en revenir aux problématiques liées à l'enseignement, je me retrouve avec des classes de game designer où j'ai un élève sur deux. Parce que les problèmes de connexion, et encore une fois, on en revient à ces problématiques le mythe du dev, c'est qu'il a la grosse machine, il a la grosse connexion Internet, mais la réalité du terrain, elle est complètement différente. Si justement, c'est depuis peu que le syndicalisme augmente, en tout cas où il y a un courant de changement dans le jeu vidéo, on va dire, on va pas forcément parler du syndicalisme, mais c'est justement parce que il y a la possibilité d'accès à des populations qui étaient moins favorisées, enfin qui sont moins favorisées en fait. Mais du coup, avec ces événements-là, on peut pas maintenir décemment que des formations en ligne. Donc s'il faut faire des cours en ligne, ça veut dire qu'au moins le prof il doit se déplacer pour être dans l'amphi pour que les élèves qui n'ont pas accès à la connexion Internet nécessaire pour pouvoir assister aux cours, ils puissent venir aussi. Et donc, est-ce que finalement on libère la problématique, ou est-ce que au lieu de, est-ce qu'on se libère du physique ou est-ce qu'on se libère du virtuel, ou au final est-ce qu'on crée pas les deux problèmes en même temps finalement? Ça va être un calvaire à gérer pour les universités, et c'est pour ça que je pense qu'ils ont tout l'été pour réfléchir plutôt que juste jusqu'à dans 2 jours. C'est malheureux. Ouais. Pour le coup, pour avoir étudié la question du point de vue justement de la restructuration de l'université au niveau numérique, parce que c'était mon sujet de mémoire, pour le coup, c'est assez problématique parce qu'en fait, c'est un peu une espèce de... j'allais dire voie de garage, c'est pas le mot, mais c'est un peu la porte de sortie facile de dire on ne peut pas assurer les cours en présentiel, donc le numérique va remplacer le présentiel. Ce n'est absolument pas le cas et c'est pas possible, puisque de toute façon, que ce soit du point de vue des capacités de l'apprenant, que ce soit des capacités, j'entends, à assimiler le contenu pédagogique par ce biais-là, que ce soit les capacités matérielles dont vous parliez tout à l'heure, de toute façon, c'est pas possible. Donc, et même les capacités de l'enseignant. Hein ? Et même les capacités de l'enseignant, tu parlais de celles de l'apprenant, mais... Oui, alors ça, c'est une autre question, mais si je m'engage là-dedans, je vais je vais ressortir mon mémoire. Je ne vais pas entendre ça. Oh, si, mais t'inquiète pas, un autre moment, on prendra le temps. Moi, je voulais juste peut-être sur une ouverture avant, hypothétiquement, soyons fous d'avoir peut-être du temps pour une ou deux questions. Moi, j'avais pensé à tous les éléments de recherche de ton côté, Nicolas, sur la pratique donc e-sportive entre autres et dans les sciences du sport. Moi, il y a un axe auquel j'ai pensé parce qu'il y a toujours ce côté quand tu fais des initiatives comme ça, c'est bien, ça blablate, mais ça propose rien. Ça, c'est l'argument. C'est comme si tu n'avais pas le droit simplement de réfléchir. Là, en l'occurrence, on aura discuté et en plus, on aura essayé de proposer quelque chose. Il y a un axe que j'ai trouvé très intéressant. Alors, je vais le rappeler, ça va t'éviter comme tu le fais dans les 50 000 interviews que tu as pu avoir, où tu ranges effectivement la classification de l'e-sport, donc et cette pratique des jeux vidéo en ligne de manière compétitive, donc dans 3 axes, très rapidement. Qui est sa nature, ce que tu appelles sa pertinence motrice, l'activité donc compétitive en soi, et le fait de réglementer l'activité, à laquelle tu rajoutes aussi l'activité institutionnalisée, tout ce que tu as développé tout à l'heure, comment est-ce que les politiques s'en saisissent, est-ce qu'il y a des droits, est-ce que, comme tu viens de le dire, est-ce que des gens qui veulent organiser des trucs en ligne peuvent être payés ou être comme ils sont aujourd'hui hors la loi, sachant que pour rappel, pour ceux vraiment qui ont découvert par curiosité, on revient de très loin, parce que le jeu vidéo, il y a encore quelques années, était classifié dans tout ce qui était système de loterie, hein, c'est dire que et que il taxe sévère dans la loterie, donc c'est QFD. Ma question donc c'était justement, il y a un moment tu disais sur une de tes interventions, c'était on a professionnalisé l'écosystème mais pas forcément les joueurs. C'est un truc que j'avais retenu d'une de tes interventions et tu avais fait un ancien écrit sur la pratique en EPS de ce que tu appelles la compétition excluante versus ou comparée à la compétition partageante. C'est toute une recherche que tu as fait justement qui interroge des jeux qui seraient pas exclusivement avec un vainqueur, un vaincu, compétition excluante, mais des jeux qui peuvent effectivement solliciter des compétitions qui sont participatives, etc. Est-ce que d'une certaine manière,
en s'inspirant un peu de ce modèle-là, il n'y aurait pas quelque chose à jouer du côté de ce qui pêche un peu au niveau vidéoludique, notamment du côté de l'e-sport, et peut-être même dans un modèle économique plus large, quoi. J'aimerais être hyper enthousiaste, mais la réalité, c'est que je pense que l'univers vidéoludique au sens large est hyper riche et bien plus riche que l'e-sport de manière générale. Oui, L'e-sport, en fait, c'est comme l'e-sport est aux jeux vidéo ce que le sport est aux activités physiques. Et en fait, les activités physiques, c'est hyper riche, et notamment traditionnels des jeux sportifs qui sont comment dire, paradoxaux, ambivalents, asymétriques. C'est trois équipes en même temps, il n'y a jamais de vainqueur, ou en tout cas, il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu. Mais le sport, c'est le produit du capitalisme. Hein. Le sport moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est né dans les hautes sphères sociales de la bourgeoisie et de l'aristocratie de l'Angleterre de la fin du XVIIIe, et il est né du capitalisme, et donc avec toutes les valeurs que prône le capitalisme, à savoir l'hyperperformance, la productivité, la spécification des tâches, et ainsi de suite. Et donc le sport aujourd'hui, et on le remarque même aux Jeux Olympiques, hein, les sports qui font le plus d'audience et ceux qui sont les plus mis en avant, c'est les sports où tu affrontes le temps, donc les courses, où tu affrontes la distance, les sauts, les sauts en hauteur, les sauts en longueur, et ainsi de suite. Et ça, c'est principalement ça. Ou alors le duel symétrique, quoi. Chacun, on s'affronte en un contre un ou équipe contre équipe, mais c'est symétrique. Et c'est hyper pauvre. Je suis navré de le dire, et je suis un fan de sport, hein, mais c'est une réalité. Hyper pauvre par rapport à tous les jeux, notamment qu'on peut faire, les jeux sportifs, hein, qu'on peut avoir quand on est en école élémentaire ou au primaire, dans les cours de récréation. Si vous vous souvenez, ou si vous avez l'occasion d'aller dans les cours de récréation, il y a plein d'autres jeux, les poules renards vipères, les douaniers contrebandiers, la balle aux prisonniers. C'est beaucoup plus paradoxal et beaucoup plus riche, et finalement beaucoup plus proche de la réalité du monde social. Parce que dans le monde social, la réalité, c'est quoi? C'est que c'est jamais un duel, notre vie. C'est beaucoup plus complexe. Nos relations interpersonnelles, c'est jamais des duels, c'est jamais tout blanc, tout noir, et c'est beaucoup plus riche que ça. Et donc, le sport est pauvre. Et pour moi, l'e-sport, malheureusement, mais c'est normal, hein, mais l'e-sport est aussi beaucoup plus pauvre que le jeu vidéo. Il y a une multitude, je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que par an, il y a entre 3000 et 5000 jeux qui sont développés et édités. Ouais, par an à peu près. Je me base sur la classification PEGI, et ce qui est proposé, c'est à peu près 3000 jeux qui sont classés par PEGI, donc il y en a certainement plus qui sortent en plus. Bref, tout ça pour dire que nous, dans le jeu vidéo, c'est comme pour le cinéma, on parle que des blockbusters. T'évoquais les AAA, Aloïs, en début. On va parler que des AAA, mais la réalité, c'est que derrière, il y a 99% des autres jeux qui sont beaucoup plus riches, qui offrent des expériences vidéoludiques qui sont beaucoup plus impressionnantes, impressionnantes non, mais très différentes. On parlait de Journey, je sais pas, moi les jeux contemplatifs, j'ai découvert ça hyper tard, et ça a été une révolution pour moi, quoi. Je veux dire, l'expérience qui est proposée par les jeux contemplatifs, je trouve ça exceptionnel. Enfin, c'est quelque chose de très sensoriel, qui est hyper cool. Et donc bref, tout ça pour dire que dans l'e-sport, j'aimerais voir un autre modèle d'affrontement que simplement le duel. Alors, les Battle Royale proposent quelque chose d'un peu différent. Le chacun pour soi, c'est un peu différent que simplement le duel d'équipe ou le duel d'individu. Mais il y a toujours à la fin un perdant, c'est le top 1, quoi. Voilà. Un gagnant, je veux dire, c'est le top 1. Alors que j'aimerais voir d'autres choses apparaître. Et c'est pour ça que je trouve la culture du super play solo, donc le scoring ou le speedrunning, bien plus intéressante. Eh ben oui. Parce qu'on est bien on est bien plus sur le partage que sur la compétition. Voilà. Sur la coopération. À chaque fois qu'on découvre quelque chose, on le partage aux autres, on le diffuse. Et donc, c'est des records du monde qui sont très collaboratifs, en fait. À chaque fois qu'un joueur fait un nouveau record, tout le monde en est hyper fier et tout le monde l'encourage. Et dès que quelqu'un découvre une nouvelle technique, il la partage. Ouais. Et voilà. Et donc, elle se situe peut-être là, finalement, la partie, j'ai envie de dire, plus coopérative de la compétition. Elle se situe peut-être plus dans le solo super play et donc dans le scoring et speedrunning que finalement dans l'e-sport, qui est hyper cool en tant que tel, hein, mais c'est très honnêtement, c'est très pauvre en termes d'interaction sociale dans le jeu. Voilà. C'est certain, c'est vrai que, alors dans tout ce que tu as dit quand même, pour doucement terminer, vous redonner la parole pour un dernier mot si vous en avez un, c'est que c'est pas que ce soit ironique, mais en tout cas c'est assez drôle que dans la dimension compétitive du jeu vidéo, ce soit plus des pratiques individuelles, donc tu parlais du speedrun, du super play, qui sont ces pratiques qui consistent à terminer un jeu le plus rapidement possible, ou sous certaines conditions qui peuvent exploiter des bugs,
des glitches d'un jeu. On a ce que tu as très bien résumé, et là où je voulais t'emmener justement, je mettrai en ligne donc une vidéo où tu es intervenu pour Pédagogie, où tu parlais donc de cette dimension de partage. Il y a vraiment, on met les logiciels pour craquer un jeu à disposition. Les stratégies ne sont pas cachées, comme tu le disais dans cette intervention-là. Après, voilà, moi j'irai encore plus loin que toi dans le côté, peut-être pas désabusé, mais en tout cas, je dirais pragmatique, c'est que les jeux eux-mêmes, et je parle même pas que du triple A, hein, je pense même chez les indés, en termes d'expérience de jeu à plusieurs, sont quand même très très pauvres. On nous rappelait le retour au jeu de rôle tout à l'heure et dans le chat aussi. Globalement, on est très souvent dans des trucs d'opposition ou avec une certaine dimension de réussite avec un top à la fin, même des overcooked qui sont plutôt participatifs et très rigolos, restent quand même avec une idée de faire au mieux, de lutter contre le temps, comme tu le disais, etc., etc. Enfin voilà, on pourrait vraiment élargir très très longuement. Je vais vous laisser la parole à celles et ceux qui souhaitent la prendre pour terminer sur un dernier mot, parce qu'on approche doucement. Et moi, je ferai le point aussi sur le chat globalement. Donc je vous laisse librement, si vous avez un dernier mot, prendre la parole. J'en avais un petit sur justement. Bah, alors, c'était un des axes que j'avais mentionné, enfin, dont j'avais dit vouloir parler, plus exactement, qui était Animal Crossing, en fait, qui est pour moi assez intéressant à étudier de nos jours, puisque du coup, sa sortie sur Switch est corrélée avec le début du confinement à une semaine près, quoi. Donc, Animal Crossing, c'est un jeu qui est justement pas dans cette optique de compétition, même s'il il est quand même un peu ancré dans le capitalisme d'une certaine façon. Mais pas que. On y reviendra peut-être plus tard, Nico. Il y aura une intervention qui parlera de ça, justement. Lucie, tu disais, pardon. Mais justement, on est dans un jeu qui n'est pas compétitif, qui se retrouve à être le premier Animal Crossing d'un certain nombre de gens, que ce soit des joueurs ou des devs, qui est même le premier jeu vidéo d'un certain nombre de personnes. Et c'est un jeu vidéo qui, même si il est sous le couvert d'objectifs très capitalistes, il faut pas se leurrer, invite à la connexion à l'autre et à s'intéresser à l'autre sans aller chercher de motifs ultérieurs, en fait. Les personnages avec lesquels les personnages qu'on côtoie, le but c'est de créer des liens avec eux finalement. Et c'est peut-être ça le vrai endgame d'Animal Crossing, c'est d'être en lien avec les autres. D'autant plus qu'avec cette période de confinement, il y a beaucoup de communautés en ligne qui se sont créées, des Discord, des groupes sur Facebook, etc. Des gens qui disent sur Twitter « venez chez moi, il y a ça qui est disponible ». Donc il y a un vrai côté fédérateur dans cette communauté qui va permettre, je pense, d'une part d'ouvrir le jeu vidéo à un public qui n'était pas forcément aussi ouvert qu'avant, parce que la Switch, c'est quand même un support qui est très familial et très axé sur le jouer ensemble de façon générale. Et au-delà de ça, je pense que ça va aussi changer les méthodes de conception des jeux, puisqu'il y a un certain nombre de devs qui étaient très dans la culture gamer et performative, justement. Même sans aller parler d'e-sport, le milieu gamer est très performatif. Donc ça va changer ces options-là et ça va permettre à des modes de production, en tout cas peut-être un peu alternatifs. Je pense notamment à Daniel Cook, qui a donné à la GDC il y a 2-3 ans une conférence sur Designing Friendships, donc concevoir les amitiés dans les jeux vidéo, et je pense que ça va se répandre. Peut-être dans les 2-3 prochaines années, on va voir une augmentation du nombre de jeux comme Animal Crossing, comme Mutazione, qui est sorti sur PS4 et sur PC à la fin de l'année dernière, dans lequel vous entretenez votre jardin et vous entretenez votre lien avec une communauté qui est extrêmement riche de par sa diversité. Je laisse les autres aussi parler si on veut pouvoir faire des questions. Ouais, ça tombe super bien parce que du coup ça boucle complètement la boucle. C'est que pour en revenir justement à tout ce qui est communautaire et finalement l'appauvrissement aussi du tissu événementiel cette année et associatif aussi. C'est marrant en plus parce que j'y pensais et quand tu as parlé d'Animal Crossing, j'ai fait mais oui, c'est vrai, je voulais en parler. En fait, donc comme vous le savez, du coup, le Stunfest était annulé. Voilà, il y a des initiatives qui se sont mises en place, mais il y en a une qui m'a particulièrement marquée parce que je la trouve vraiment très chouette. C'est alors, il me semble qu'elle est bénévole. Hein.
ou ancienne bénévole, qui a créé une île justement sur Animal Crossing qui recrée complètement le Stunfest. Et alors, je ne sais pas si c'est une blague, mais il paraît qu'il va y avoir les concerts du samedi aussi sur l'île. Mais bon, ça, je suis pas certaine. En même temps, 2080, on avait fait un dans Minecraft, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas ce que ça inclut comme possibilité sur cette nouvelle version d'Animal Crossing. C'est ça. J'en ai aucune idée. Mais voilà, tout ça pour dire que finalement, effectivement, en termes d'initiatives individuelles, il y a quand même des chouettes choses qui se font pour essayer de conserver le lien, d'animer cette communauté vidéoludique, que ce soit dans l'e-sport, dans l'événementiel et dans l'expérience de jeu. Et je trouve ça très chouette parce que finalement, c'est là où, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif à en garder. C'est que malgré tout, les gens essayent quand même de continuer à faire vivre les choses. Et voilà, moi, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ça. Mais tu as bien raison. Voilà. Ils ont annulé le Stunfest, mais il y a quand même eu Addon en ligne, il faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Il y a eu Addon en ligne. Et pour continuer là-dessus, si on est sur les petites annonces, le nombre de game jams qu'il y a eu, qui ont été organisés de manière plus ou moins improvisée, ça c'est hyper chouette. Il y a justement une game jam qui a commencé le 7, qui est organisée par Indie Collective, qui devait se passer pendant le Stunfest et qui finalement a lieu en ligne. Et il y avait aussi une dernière petite chose dont je voulais parler. C'était que, oui, du coup, là je suis dans l'annonce totale, hein. Je sais pas si tu voulais passer là-dessus, mais du coup, week-end prochain, stream caritatif organisé par Speed Them All, qui devait normalement intervenir sur du speedrun au Stunfest. Et donc, n'ayant pas l'événement, ils ont décidé quand même de maintenir la timeline l'initiative, et de faire en ligne sous forme de stream caritatif. Donc évidemment pour l'association Troy Combo. Eh ben écoute, n'hésite pas, surtout c'est les annonces, hein, c'est pareil pour vous. Addon que vous pouvez rajouter d'ailleurs, ils ont une chaîne sur Twitch, n'hésitez pas à aller les rejoindre si ça vous intéresse. Nicolas, peut-être un dernier mot? Je vais essayer de faire court, mais moi beaucoup de craintes sur la reprise, très honnêtement, parce que la visibilité, je vais essayer de faire de la prospective, quoi. Beaucoup d'événements reportés, mais qui ne savent pas exactement s'ils auront le droit de se tenir ou pas. Des dates qui sont de plus en plus rapprochées sur la fin d'année. Et donc, ces événements compétitifs et sportifs qui, d'habitude, s'organisent pour pas se marcher dessus, vont tous se superposer. Donc, un éparpillement des visiteurs, un éparpillement des audiences. Donc, déjà, beaucoup de temps d'attente suite au report et certainement des chiffres, enfin, en tout cas, des résultats qui seront moins bons que ceux qui auraient dû être faits. Donc, dans tous les cas, même si les événements sont reportés, je pense que ça sera assez négatif. Sur l'article du Monde que tu partageais, dont on a déjà parlé tout à l'heure, Lucie, mais moi j'en discute souvent avec l'industrie du jeu vidéo, les sorties des nouvelles consoles, on ne sait pas trop si elles vont pouvoir se tenir. Donc tous les nouveaux jeux qui devaient sortir, on ne sait pas s'ils vont pouvoir sortir. Donc il va y avoir vraiment des studios, même les plus gros studios, qui risquent d'avoir des vrais problèmes en fin d'année. Donc ça, c'est à mon sens aussi assez catastrophique. Ça peut être très difficile. Tout le monde va devoir jouer à Animal Crossing, quoi. Voilà. Après, j'essayais d'avoir un regard assez optimiste. Des cas de confinement ou on va dire de crise aussi importante, il en a déjà existé, et pas spécialement en France, mais que ce soit le SRAS ou des coronavirus en Asie, ou que ce soit post-11 septembre aux États-Unis, où on sait que pendant 1 an ou 2 après, l'industrie du loisir au sens large a chuté, clairement, parce que les gens étaient apeurés. Nous, ce qu'on a connu, c'est les attentats, notamment. C'est l'industrie du loisir qui est juste après chute, mais toujours pour mieux rebondir. Finalement, le monde d'après, c'est peut-être le monde d'avant en plus important, quoi, d'une certaine manière. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Juste, voilà, ce qu'on peut imaginer, c'est une récession ou en tout cas une forte stagnation pour peut-être en 2022 ou 2023 que ça reparte de plus belle et que l'industrie du jeu vidéo et celle de l'e-sport se porte mieux que jamais. Voilà. Espérons-le.
Espérons-le, et dans des bonnes conditions de travail. Donc comme ça, on aura terminé ni sur une note totalement évangéliste. Vous aurez la carte et le territoire, l'île et le contrebalancement ici. Merci à vous trois, merci beaucoup. Merci à toi. Vous aurez, comme je l'ai dit, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, toutes les infos docu, texte, vidéo des intervenantes d'aujourd'hui et de l'ensemble de ces 2 journées qui sont dispo en faisant un petit point d'exclamation info dans le chat. N'hésitez pas, on se marque une petite pause et pour ma part, donc on se retrouve dans une demi-heure pour une réflexion sur la dictature du bien-être. Vous êtes bienvenus, je vous le dis en live, si vous souhaitez à la toute fin de la journée dimanche de passer en express. Il y aura probablement une petite causerie post-réflexion. Sinon, voilà, portez-vous bien et à bientôt. Salut! Salut!